Ma sœur a souri en coin. Tu n'es pas invité à mon mariage. C'est réservé à la famille. Maman a ajouté, fière de toi, ma chérie. J'ai répondu, parfait. Alors je retirerai mon nom du compte familial. Elles en ont ri ensemble dans la discussion pendant des heures. Mais au matin, leur visage était pâle. Mère a supplié. Sœur a pleuré. J'ai toujours pensé que la famille était censée être une voie à double sens. Tu donnes, il donne. Mais dans la mienne, c'était une maudite autoroute à sens unique, et j'étais la seule à conduire. Ma sœur cadette, Chloé, avait toujours su comment se mettre au centre de l'attention et comment faire payer les gens pour le spectacle. Elle n'était pas méchante, juste pleine de droit. Elle flottait dans la vie comme si tout le monde lui devait quelque chose. Et pendant des années, j'ai joué le jeu. J'ai couvert son loyer quand elle s'est fait virer de ce salon de toilettage pour chiens. J'ai remboursé sa carte de crédit une fois parce qu'elle avait oublié qu'elle était toujours connectée à un ancien essai gratuit d'Amazon Prime. Je l'ai laissé emprunter ma voiture pendant 3 mois d'affilée pendant que je prenais un Uber pour aller au travail. Et le pire dans tout ça? Elle n'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Elle agissait simplement comme si c'était normal, comme si je devais prendre le relais parce que je n'avais pas d'enfant, pas de mari, et, sa phrase préférée, pas de vraie responsabilité. Mais rien n'a rendu plus claire ma position que ce qui s'est passé le week-end dernier. Nous étions chez nos parents pour ce qui était censé être une dernière réunion de planification pour son mariage. Chloé était sur le canapé en leggings et dans le sweat à capuche de Benoît, faisant défiler Pinterest comme si elle choisissait un yacht. Elle a commencé à énumérer des options pour la lune de miel, Bora Bora, la Grèce, une villa sur pilotis aux Maldives, et a mentionné nonchalamment que les vols coûteraient environ 3 000 €. Puis elle m'a regardé. Elle n'a même pas demandé directement. Elle a juste dit, eh bien, tu as déjà payé pour la salle. Qu'est-ce qu'un peu plus? J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne pouvais pas croire qu'elle pensait que j'étais encore responsable de ce cirque. Je lui ai dit que je ne paierais pas pour la lune de miel. C'était son travail et celui de Benoît, pas le mien. Elle n'a rien dit pendant une seconde. Puis elle a posé son téléphone, s'est levée et, avec le sourire le plus faux que j'ai jamais vu, a dit, tu n'es pas invité à mon mariage. C'est réservé à la famille. Et juste comme ça, maman a applaudi. Littéralement applaudi. Fière de toi, ma chérie. Je les ai regardées toutes les deux. Personne n'a sourcillé. Personne n'a ri. Elles le pensaient. Alors, je leur ai souri en retour et j'ai dit, parfait. Alors je retirerai mon nom du compte familial. La bouche de Chloé a tressailli. Maman avait l'air confuse, comme si je bluffais, mais ce n'était pas le cas. Je suis rentré chez moi et je me suis immédiatement connecté au compte commun du mariage, celui que j'avais rempli pendant l'année écoulée. J'ai laissé juste assez pour les fournisseurs que j'avais personnellement engagés et j'ai retiré le reste. J'ai aussi envoyé un texto à Benoît pour lui dire que je ne couvrirais pas le reste de leur loyer pour octobre ou novembre. Il était temps de grandir. Ce soir-là, ils en ont plaisanté dans le groupe de discussion. Chloé a envoyé un mème d'une fille pleurant dans une pile de reçus. Maman a répondu avec un emoji qui rit. Benoît est intervenu pour une fois, écrivant « Bon débarras ». Je n'ai pas répondu. J'ai juste quitté la discussion. Mais au matin, la réalité les a frappés. Je me suis réveillé avec 14 appels manqués de maman, 2 de Chloé, 3 de Benoît. Puis sont venus les textos. Maman m'a supplié de reconsidérer, a dit que je surréagissais. Chloé a demandé comment je pouvais lui faire ça juste avant le plus grand jour de sa vie. Benoît, qui n'a jamais montré la moindre once de courage, m'a traité d'égoïste. Puis maman s'est présentée à ma porte. Elle a vraiment conduit jusqu'à chez moi à 7h30 du matin. Sans maquillage, en pantalon de pyjama, en chaussons, comme si c'était une sorte d'urgence. Chloé était dans la voiture, le visage marbré de larmes, les cheveux mouillés comme si elle avait pleuré jusqu'à la douche et en était ressortie. Maman m'a demandé à quoi je pensais, pourquoi je saboterais le mariage de ma propre sœur. Je lui ai dit que je n'avais rien saboté. J'ai juste arrêté de jouer mon rôle dans un scénario qu'elles ont écrit sans moi. Elles avaient l'air de ne pas me reconnaître. Ce n'est pas grave. Elles étaient sur le point de rencontrer une toute nouvelle version de moi. Pendant 2 jours entiers après que j'ai coupé les fonds, je n'ai pas entendu un seul mot. Pas un texto, pas un appel. La discussion familiale est devenue silencieuse.
J'ai pensé que Chloé se réorganisait peut-être, essayant de rassembler les morceaux de son fantasme de mariage parfait. Ou peut-être qu'elle était trop occupée à être en colère pour même regarder son téléphone. Quoi qu'il en soit, le silence était presque satisfaisant. Puis, le 3e jour, Chloé l'a rompu. Elle a posté une vidéo sur Instagram, un diaporama de photos d'archives granuleuses, de mariages dans des jardins, de bocaux maçonnés avec de fausses fleurs, de couples se tenant la main devant des barbecues. La légende disait, le véritable amour n'a pas besoin d'un gros budget. À bientôt pour notre journée intime et authentique, entourée uniquement de la vraie famille. Et puis est venue la cerise sur le gâteau, elle m'a identifié publiquement avec un emoji au sourire narquois. La même heure, j'ai reçu une invitation par courriel provenant d'un modèle gratuit de Canva. Je l'ai ouverte juste pour voir à quel point c'était mauvais. Mariage dans un jardin, chez l'oncle de Benoît, apportez vos propres boissons, dont bienvenue au lieu de cadeau. Tenue décontractée encouragée. On aurait dit une fête de fin d'année de primaire, mais j'ai répondu par l'affirmative. Pas parce que je voulais la soutenir. Je voulais juste être là. Non par dépit, mais pour la clarté. J'avais besoin de voir ce que mon silence avait créé. Le jour du mariage, le ciel était couvert, humide. Je me suis garé dans une cour déjà bondée de voitures et je suis sorti dans une odeur qui donnait l'impression que quelqu'un avait fait griller des hot-dogs pendant 10 heures d'affilée. Il y avait des chaises pliantes dans l'herbe, certaines dépareillées, des nappes en plastique, une enceinte Bluetooth sur une table de cartes. La vieille amie de lycée de Chloé, Jeanne, faisait la disque jockey depuis son téléphone, debout derrière une glacière de Cronenbourg. La musique n'arrêtait pas de couper. Les enfants jetaient des pierres sur la clôture. 2 des plateaux du traiteur étaient vides, même si le dîner n'avait pas encore commencé. La robe de Chloé était rigide et brillante, probablement de seconde main ou une horreur de fin de série. Benoît avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours. Maman était là dans une robe d'été rose délavée, l'air agacé mais affichant un sourire forcé pour les photos. Il n'avait même pas loué de tente. Et pourtant, Chloé agissait comme si c'était exactement ce qu'elle avait voulu. Elle se pavanait comme une noble martyre de l'amour à petit budget, faisant la bise et appelant ça une « ambiance ». Je me suis assise seule près du fond, touchant à peine à la nourriture. Personne ne m'a vraiment parlé. Quelques personnes ont jeté un coup d'œil, clairement informées de la version de l'histoire qu'on leur avait servie. J'étais sur le point de partir quand Chloé a pris le microphone. Tout le monde s'est tourné. Elle se tenait au milieu de la zone de réception, un espace dégagé près du foyer. Elle a souri. C'était faux. Je ne connaissais que trop bien ce sourire. Je veux juste dire merci à tous ceux qui sont ici. Les gens qui comptent. Les gens qui ne nous ont pas abandonnés quand les choses sont devenues difficiles. Les gens qui croient que la famille, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question d'amour, de loyauté. Il y a eu quelques applaudissements. Et puis elle s'est tournée vers moi. Je sais que certaines femmes ont du mal à comprendre ce que signifie vraiment construire une famille. Certaines femmes, eh bien, elles jettent de l'argent sur les choses parce qu'elles savent qu'elles ne connaîtront jamais la vraie chose, comme porter un enfant, être une mère. Je suis resté figé. Elle a souri plus largement. Mais ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas fait pour être maman. Certaines personnes sont destinées à financer la joie des autres jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin d'elles. La foule est devenue silencieuse. Quelques personnes semblaient choquées. Quelques autres ont ri maladroitement. Une vieille parente a même halté. Benoît se tenait juste derrière elle, sans bouger. Je me suis levé, j'ai traversé la cour et j'ai pris un verre de champagne plein au bar improvisé. Je me suis approché d'elle, sans dire un mot. J'ai versé le champagne lentement, directement sur sa tête. Il n'y a eu ni cri, ni gifle. Elle est juste restée là, figée, trempée. Je me suis retourné et je suis parti, je suis monté dans ma voiture, je suis rentré chez moi. Personne ne m'a poursuivi. Personne n'a essayé de m'arrêter. Ce soir-là, mon téléphone a explosé. J'ai ignoré chaque appel de maman, chaque message de Benoît. Chloé a essayé d'appeler 5 fois. Je n'ai pas décroché, mais j'ai lu chaque texto des invités. Une femme que je connaissais à peine a écrit « Je ne vous connais pas bien, mais ce qu'elle a fait était dégoûtant. Vous ne méritiez pas ça. » Une autre a dit « Elle s'est humiliée elle-même, pas vous. » Mais pendant les 3 jours suivants, maman n'a pas arrêté. Elle a continué à envoyer des textos, à appeler, à laisser des messages vocaux.
Puis elle s'est de nouveau présentée à ma porte. Cette fois, elle n'était pas là pour supplier. Elle est venue pour me blâmer. Je me suis réveillé le lendemain matin avec ma sonnette qui retentissait comme une alarme incendie. Pas un texto, pas un appel, juste ma mère sur mon porche à 7 heures du matin, les bras croisés, toujours en chemise de nuit. Sois heureuse maintenant. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle m'a bousculé pour entrer dans le salon comme si elle était chez elle. Je n'ai pas pris la peine de l'arrêter. Elle faisait les 100 pas, me lançant des mots comme des couteaux. A dit que j'avais embarrassé la famille. A dit que j'avais fait passer Chloé pour une idiote devant tout le monde. Que je n'avais aucun droit de gâcher le jour le plus important de sa vie. Elle n'a jamais demandé pourquoi Chloé pensait que c'était acceptable de prendre un micro et de m'humilier publiquement pour quelque chose que je ne peux pas contrôler. Pas une seule mention de la pique sur l'infertilité. Rien sur l'expression du visage de Chloé quand elle l'a dit. Maman n'arrêtait pas de se répéter. C'est toi qui as envenimé la situation. Tu n'étais pas obligé de verser ce verre. C'est toi qui as rendu les choses laides. Je n'ai pas dit grand-chose. Je l'ai laissé se déchaîner. Finalement, elle s'est essoufflée et est partie avec une dernière phrase qui m'est restée en tête, tu ne pouvais tout simplement pas la laisser avoir son moment. La porte a claqué si fort que les fenêtres ont tremblé. Plus tard dans la journée, Benoît m'a envoyé un texto pour la première fois depuis des mois. A dit que j'avais dépassé les bornes, que j'étais mesquine, vengeresse et jalouse. M'a dit que je devais des excuses à Chloé. Ces mots exacts, tu n'as pas le droit de punir les gens juste parce que ta vie ne s'est pas déroulée comme tu le voulais. Celui-là a fait plus mal qu'il n'aurait dû. Puis est arrivé le deuxième jour. Plus d'appels de maman. Cette fois, son ton a changé. Elle semblait fatiguée. A dit que Chloé n'avait pas mangé, n'avait pas quitté la chambre, qu'elle avait passé toute la journée à faire défiler les textos et les messages privés des invités demandant ce qui n'allait pas chez elle. Les gens avaient commencé à se rétracter sur leurs engagements de cadeaux. Un a même demandé s'il pouvait récupérer son acompte du fonds pour la lune de miel. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste demandé si Chloé avait même reconnu ce qu'elle m'avait dit. Maman est restée silencieuse, puis a dit qu'elle était, juste émotive. Elle ne le pensait pas. Et d'ailleurs, elle avait raison, n'est-ce pas? J'ai raccroché, mais quelque chose d'autre a commencé à se produire cet après-midi-là. Les invités ont commencé à me contacter. Pas un ou deux, une vague. Des amis de Chloé, quelques parents, même 2 de mes collègues qui étaient au mariage en tant qu'invités. J'ai reçu des textos, des messages privés, des courriels, tous de personnes différentes, mais avec le même message. Ce qu'elle t'a fait était cruel. Ce n'était pas un toast. C'était une attaque. Tu n'as rien gâché. Tu as réagi comme n'importe qui l'aurait fait. Un message d'un gars que je connaissais à peine disait, je ne suis même pas proche de toi, mais c'était dur à voir. Elle te doit des excuses. Un autre disait simplement, tu méritais mieux. J'ai fait une capture d'écran de chacun d'entre eux. Je n'ai pas répondu. Je ne cherchais pas la sympathie. Je voulais juste voir si quelqu'un avait vraiment vu la situation pour ce qu'elle était. C'était le cas, plus que ce à quoi je m'attendais. Puis est arrivé le 3e jour. Silence de Chloé. Pas de publication Instagram, pas de photos de mariage, pas de stories, rien. Benoît était silencieux aussi. Maman a envoyé un seul texto, demandant si j'allais bien. C'était nouveau. Puis elle a rappelé le soir. Elle semblait différente cette fois. Elle a dit que Chloé avait annulé la lune de miel aux Canaries. A dit qu'elle pleurait constamment, qu'elle était trop humiliée pour sortir, qu'elle ne voulait pas aller à l'église le dimanche parce que les gens parlaient. Puis elle a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre. Peut-être que nous t'avons laissé tomber aussi, Sophie. Peut-être que nous aurions dû te défendre davantage. Je n'ai rien dit. Je ne savais pas quoi dire. Les excuses n'étaient pas complètes, mais c'était plus que ce que j'avais jamais reçu auparavant. Et puis, la 4e nuit, c'est arrivé. Il était presque 23 heures. J'étais assise sur mon canapé dans le noir avec un verre de vin quand j'ai entendu frapper. Doucement. Puis de nouveau, plus fort. J'ai ouvert la porte. C'était Chloé. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient gonflés. Le maquillage était étalé autour de sa mâchoire comme si elle l'avait essuyé à moitié en pleurant. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle n'a pas parlé.
Elle m'a juste regardé, puis attendu quelque chose. Ses talons de mariage. Je ne les ai pas pris. Je n'ai pas bougé. Et puis elle est tombée à genoux, là, sur le porche. Chloé n'a pas pleuré au début. Elle est juste restée agenouillée en silence, tenant ses stupides talons blancs comme si elle offrait un trophée que je n'avais jamais demandé. Je suis resté là, m'attendant à moitié à ce qu'elle commence à parler, à s'excuser, à expliquer quelque chose, mais rien ne sortait de sa bouche. Juste le silence, des yeux bouffis et le son de sa déglutition difficile, comme si les mots étaient coincés. Je ne lui ai pas dit de se lever. Je ne l'ai pas invitée à entrer. J'ai attendu. Finalement, elle a murmuré, « J'ai tout gâché ». Cela ne ressemblait pas à une performance. Pour une fois, j'avais l'impression que le masque était tombé. Sa voix s'est brisée. Toute sa posture s'est effondrée sur elle-même. Elle ne ressemblait pas à Chloé la mariée ou à Chloé la benjamine de la famille. Elle ressemblait à une enfant qui s'était fait prendre à voler et qui comprenait soudain ce que cela lui coûtait. Elle m'a demandé si je pouvais lui pardonner. Elle a dit qu'elle ne le pensait pas, qu'elle était en colère, humiliée, sous pression, que tout le monde regardait sa vie s'effondrer et qu'elle avait besoin de quelqu'un sur qui rejeter la faute, et que j'étais la cible la plus facile. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, Benoît m'a dit de le dire. J'ai cligné des yeux. Elle a continué. A dit que Benoît pensait que la pique sur l'infertilité me ferait taire. Que ça me ferait partir tranquillement sans faire de scène. A dit qu'il lui avait dit que je devais être remise à ma place pour avoir retiré l'argent du mariage et qu'elle avait été assez stupide pour être d'accord. Je suis restée là, stupéfaite, non pas parce que Benoît l'avait dit, je savais déjà que le gars était un lâche, mais parce qu'elle l'a admis, et parce que pour la première fois depuis des années, elle n'essayait pas de déformer l'histoire. Puis elle a sorti son téléphone et me l'a tendu. Pas de demande de mot de passe, juste des messages. Des captures d'écran. Un de Benoît qui disait, « Elle lâchera l'affaire si tu la frappes là où ça fait mal. » Dit quelque chose sur le fait qu'elle n'aura jamais d'enfant. Crois-moi, elle se taira. Un autre disait, « C'est ton jour. Elle a eu sa chance dans la vie. Tu as quelque chose qu'elle n'aura jamais. Ne la laisse pas voler la vedette. » J'ai senti mon estomac se nouer. Chloé a vu mon visage et a dit, « Je voulais les supprimer, mais je ne pouvais pas. Je crois que j'avais besoin que tu le voies. » Je lui ai dit d'entrer. Elle est entrée, s'est assise sur le canapé comme s'il pouvait s'effondrer sous son poids. Elle n'a pas parlé pendant un moment. Puis, doucement, elle m'a dit autre chose, quelque chose que personne d'autre ne savait. Elle n'était pas enceinte. Elle voulait juste que les gens le pensent. A dit qu'elle pensait que ça rendrait le mariage plus spécial, comme s'il avait plus de poids. A dit qu'elle l'avait laissé entendre à Benoît et qu'il avait foncé, commençant à dire aux gens qu'ils essayaient et que, quelque chose se préparait peut-être. Elle a admis qu'il n'avait même jamais parlé sérieusement d'enfant. Il n'était pas prêt. Il n'en avait pas les moyens. Elle ne savait même pas si elle en voulait. Elle a tout inventé, et puis elle a utilisé ma réalité, celle que je n'ai pas choisie, pour vendre son mensonge. Je lui ai demandé ce qu'elle attendait de moi maintenant. Elle a baissé les yeux, se tordant les doigts, et a dit, « Je veux retrouver ma sœur. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé, me demandant combien d'années nous avions perdu à jouer des rôles dans un drame familial tordu que nous n'avions pas écrit mais que nous continuions à jouer quand même. Elle a demandé à nouveau, plus doucement cette fois. « Je veux retrouver ma sœur. » Je me suis levé, je suis allé à la cuisine, nous ai versé un verre à toutes les deux, et je me suis assise. Je lui ai dit que le pardon n'était pas gratuit, qu'elle devrait le mériter, et que si elle voulait une relation, elle devait être honnête. Brutalement honnête, en commençant par son mariage. Elle n'a pas scié, a juste hoché la tête. Puis elle a lâché une autre bombe. Je pense à le quitter. Je suis resté immobile. Elle a regardé le sol. Je crois qu'il envoie des messages à quelqu'un d'autre. La nuit après le mariage, il a quitté la maison à 2 heures du matin, a dit qu'il avait besoin d'air. J'ai regardé son téléphone. J'ai vu un reçu de course Uber et un texto de quelqu'un nommé Léna, avec des cœurs. Léna n'est pas un homme. Soudain, tout le mariage dans le jardin, le désespoir, la performance, tout a pris sens. Elle n'essayait pas d'avoir un mariage parfait. Elle essayait de maintenir ensemble quelque chose de brisé assez longtemps pour prétendre que ça fonctionnait encore. Elle s'est alors effondrée, pleurant vraiment, la tête dans les mains,
des sanglots qui secouaient tout son corps. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je l'ai prise dans mes bras. Elle est restée sur mon canapé cette nuit-là sans demander, enroulée sous un plaid comme elle le faisait quand nous étions enfants, et qu'elle se faufilait dans ma chambre pendant les orages. Sauf que maintenant, ce n'était pas de la pluie qu'elle se cachait. C'était de sa propre vie. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté là dans le silence, à regarder le plafond, ressentant ce mélange étrange de paix et de lourdeur. Ce n'était pas encore la fin, mais quelque chose changeait. Elle ne faisait plus semblant. Pour la première fois depuis longtemps, Chloé était juste. Le matin, je l'ai trouvée assise par terre dans ma cuisine, les genoux serrés contre sa poitrine, une tasse de café froid devant elle. Elle a levé les yeux et a dit d'un ton neutre, « Je ne crois même pas que je l'aime. » Je ne lui ai pas demandé d'expliquer. Je savais ce qu'elle voulait dire. Puis elle m'a de nouveau tendu son téléphone. Plus de capture d'écran, plus de messages. Cette fois, il n'était pas seulement entre Benoît et la femme nommée Manon. Il y avait un autre fil de discussion. Quelqu'un enregistré dans ses contacts sous le nom de « Le Garage ». Les textos étaient vagues, mais le ton ne l'était pas. Il se vantait de l'argent de Chloé, de la façon dont il avait décroché un mariage entièrement financé, et était à l'abri pour la vie, tant qu'elle continue de jouer à la petite maison. Chloé a dit qu'elle l'avait trouvé par accident, en regardant l'activité de son compte Google. Elle n'en avait parlé à personne d'autre, juste à moi. Il a dit qu'il ne me voulait pas. Il voulait le plan. Le mariage, les publications sur les réseaux sociaux, les applaudissements. Il voulait se tenir à côté de quelqu'un qui avait l'air bien sur les photos. C'était cruel, mais je savais que c'était vrai. Benoît n'a jamais agi comme s'il était amoureux, plutôt comme s'il gérait un partenariat de marque. Cet après-midi-là, elle a fait un sac de sport, est retournée à la maison discrètement pendant que Benoît était au travail, a pris ce qu'elle pouvait, et a réservé une chambre dans un hôtel bon marché. Elle n'a pas laissé de mots. Pas d'adieu dramatique. Elle a simplement disparu. Mais elle m'a tenu au courant tout le long. Chaque étape, chaque texto, elle ne m'a pas exclu. Quand maman a appelé ce soir-là, j'ai répondu. Elle avait l'air bizarre, tremblante, comme si elle savait déjà que quelque chose s'était passé. A dit qu'elle avait essayé de joindre Chloé et n'y était pas parvenue. Je lui ai dit que Chloé était en sécurité et qu'elle lui parlerait quand elle serait prête. Maman a un peu insisté, mais pour une fois, je n'ai pas cédé. J'ai juste dit, elle a besoin d'espace. Laisse-lui en. Maman a vraiment écouté. Ce soir-là, Chloé est revenue chez moi avec de la restauration rapide et a dit qu'elle ne voulait plus pleurer. Elle voulait planifier. Elle voulait parler à un avocat. Je lui ai demandé si elle était sûre. Elle a dit, « Je ne veux pas être mariée à quelqu'un qui a utilisé mon pire moment pour gagner un public. » Le lendemain matin, nous sommes allés ensemble chez un avocat spécialisé en divorce. Chloé portait un jean et un sweat à capuche, sans maquillage, et tenait un sac en toile avec un carnet et rien d'autre. L'avocat a posé des questions. Chloé a répondu à toutes sans sourciller. Pas de théâtralité, pas de rire forcé, juste une honnêteté calme et délibérée. Quand il s'est agi des finances, l'avocat a demandé si elle avait eu un soutien constant pendant la relation. Chloé m'a regardé. Plus maintenant, a-t-elle dit. Mais j'ai ce qui compte maintenant. Après la réunion, nous nous sommes assises dans ma voiture. Elle regardait par la fenêtre, tapotant ses ongles contre le porte-gobelet, et a dit, « J'ai perdu tellement de temps à essayer d'être ce que maman voulait. Je n'ai même pas aimé mon propre mariage. Je n'aimais pas qui j'étais en train de devenir. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. » Puis elle s'est tournée vers moi et a demandé quelque chose auquel je ne m'attendais pas, « Viendras-tu avec moi chez maman ?» Je veux tout lui dire, sur Benoît, sur le mensonge, sur l'histoire de la grossesse, tout. Je veux qu'elle l'entende de ma bouche, mais je veux que tu sois là. J'ai accepté. Ce soir-là, nous nous sommes garés dans l'allée de notre enfance ensemble pour la première fois depuis des années. Maman a ouvert la porte comme si elle avait attendu, les yeux rouges, le visage pâle. Chloé n'a pas hésité. Elle est entrée, s'est assise et a dit toute la vérité. Pas de drame, pas de rejet de la faute. Maman a pleuré. Pas le genre de pleurs de colère. Le genre qui vient quand on réalise qu'on a passé des années à protéger les mauvaises choses. Quand ce fut terminé, maman s'est excusée auprès de Chloé. Puis, pour la première fois de ma vie, auprès de moi.
Je suis désolé de t'avoir tout laissé porter, Sophie. Je suis désolé de t'avoir rendu invisible. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête. C'était suffisant. En partant, Chloé s'est arrêtée à la porte, a regardé maman et a dit, j'ai fini de faire semblant maintenant. Je veux juste être vrai avec toi, avec Sophie, avec tout le monde. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. De retour à mon appartement plus tard ce soir-là, Chloé a retiré l'alliance de son doigt, l'a posée sur le comptoir et a dit, ce chapitre est clos. Puis elle a ajouté quelque chose que je n'attendais pas du tout. Je pense que je vais déménager. Recommencer à zéro. Peut-être à Lyon ou à Marseille. J'ai besoin de quelque chose qui soit à moi, pas quelque chose d'emprunté à maman, à Benoît ou à Instagram. Et toi, Sophie, si jamais tu veux venir me rendre visite, sans pression, mais ça me plairait. Cela a pris du temps. Chloé n'a pas disparu après les retombées du mariage, mais elle ne s'est pas non plus accrochée à moi. Elle m'a donné de l'espace. M'a laissé gérer les choses à mon propre rythme. C'était la première fois de notre vie qu'elle ne me demandait rien. Argent, temps, silence. Elle a déménagé à Annecy 2 semaines après la signature des papiers du divorce. A dit qu'elle voulait être quelque part d'inconnu, quelque part sans regard sur elle, sans histoire, sans sourire de façade. Elle a loué une petite maison en bordure de la ville, a commencé à travailler comme serveuse dans un café, et m'a envoyé des photos de ses tasses à café ébréchées et du chat de son voisin comme s'il s'agissait de trésors. Je ne répondais pas à tous les messages, mais je les lisais tous. Nos conversations étaient lentes au début, hésitantes, comme marcher pieds nus après un long hiver, prudentes et un peu instables. Elle m'a parlé du calme, de la façon dont l'air semblait différent le matin. Elle m'a dit qu'elle avait passé une semaine entière sans consulter Instagram, a dit que c'était comme une désintoxication. Et puis elle a commencé à être honnête d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Un soir, elle a admis qu'elle avait essayé d'appeler Benoît quelques jours après son départ. Pas pour arranger les choses, juste pour voir s'il se battrait pour elle. Il ne l'a pas fait. Il a dit quelque chose comme « Eh bien, tu as eu ton moment. Maintenant, laisse-moi vivre le mien. » Puis il a raccroché. Elle a dit que ça ne lui avait pas fait aussi mal qu'elle le pensait. Ça a juste confirmé tout ce qu'elle commençait à comprendre. Il ne m'a jamais aimé. Pas vraiment. Il aimait la scène, l'idée. Je lui ai dit que je savais. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée par la poste. Pas de texto d'avertissement, pas de courriel, juste mon nom sur l'enveloppe, son écriture, et 4 pages pleines pliées serrées. Elle a écrit sur le mariage, les années qui l'ont précédé, les choses qu'elle a dites et n'a pas dites. Elle a assumé chaque partie, chaque insulte, chaque attente qu'elle a placée sur mes épaules. Elle a admis qu'elle avait été cruelle, petite, égoïste. Que pendant des années, elle pensait que j'étais juste amère et froide alors que la vérité était que j'étais fatigué de porter un poids que personne d'autre ne prenait la peine de remarquer. Elle n'a pas demandé pardon. Elle a juste dit qu'elle espérait que je la voyais toujours comme quelqu'un qui méritait d'être pardonné. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas jeté non plus. Je suis resté avec. Et le soir suivant, je l'ai appelée. Elle a répondu comme si elle avait attendu, mais elle n'avait pas l'air anxieuse. Elle a juste dit « Salut ». Je lui ai dit la vérité, que je lui pardonnais entièrement, que je ne m'accrochais plus à ce qui s'était passé, parce que la version d'elle que j'avais passé des années à mépriser avait disparu. Elle s'en était débarrassée, de tout, et en dessous se trouvait quelqu'un que je ne tolérais pas seulement. C'était quelqu'un que je voulais connaître. Elle a pleuré, a dit « merci », puis a ri au milieu de ses larmes, et a dit qu'elle avait fait des muffins pour déstresser et qu'ils avaient tous le goût de carton. Après ça, quelque chose a changé. Elle a commencé à partager son monde avec moi. Non pas organisé, non pas filtré, juste réel. Des photos de sa terrasse après la pluie. Un message vocal de grenouille coassant devant sa fenêtre. Une capture d'écran d'un message d'une femme qu'elle avait rencontrée au refuge, la remerciant de l'avoir simplement écoutée. Chloé ne reconstruisait pas son ancienne vie. Elle créait quelque chose de nouveau à partir de zéro. Les semaines ont passé. Puis est venu un appel téléphonique à la mi-novembre. Elle a dit « Je veux que tu viennes pour Noël. Juste toi. Personne d'autre. Pas de drame. Je cuisinerai, même si c'est terrible. Je voulais être vrai juste comme. » J'ai hésité peut-être 3 secondes.
puis j'ai dit oui parce que j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Toute cette histoire, le mariage, les retombées, l'humiliation publique, le silence, la reconstruction, ce n'était pas seulement une question de vengeance. Ça ne l'a jamais vraiment été. Il s'agissait de tracer la ligne entre qui nous étions forcés d'être et qui nous choisissions de devenir. Et Chloé, pour la première fois, choisissait mieux. Quelques jours avant Noël, elle m'a envoyé une photo de sa table de cuisine. Elle était rayée. Les chaises ne correspondaient pas. Et il y avait un petit centre de table bon marché fait de feuilles séchées qu'elle a dit avoir trouvé dans un magasin à bas prix. C'était parfait. J'ai réservé mon vol ce soir-là, non pas parce qu'elle a supplié, mais parce que finalement, elle n'avait pas à le faire.